nouveau Midi de l'imaginaire qui ne peut toujours pas se dérouler en chair et en os. Donc pour ce rendez-vous marqué pour la dernière fois, certainement, en tout cas nous l'espérons du notre slogan « Confiné mais plus reporté », nous sommes très heureux d'enfin accueillir Xavier Mauméjean, après plusieurs mois d'attente. Difficile de résumer en quelques phrases votre parcours, hein, Xavier. Vous êtes romancier, essayiste, vous êtes chercheur, directeur de collection. Vous rédigez également régulièrement des pièces radiophoniques. Vos activités éditoriales se concentrent principalement sur les genres de la science-fiction, du fantastique et du policier. En tant que romancier d'abord, hein, vous avez ainsi signé une quinzaine de romans, dont par exemple celui-ci, Les Mémoires de l'homme éléphant, qui est votre premier, en tout cas premier publié, il me semble, ou alors La Vénus anatomique en 2004, par exemple, pour lequel vous avez reçu le prix Rosny-Henney, le prestigieux prix Rosny-Henney, ou encore La Société des faux visages, apparu en 2017 chez Alma. En tant que chercheur, vous avez consacré ces dernières années, en tout cas, une grosse partie de votre travail à l'incroyable artiste américain Henry Darger, je pense que ça dit Darger, donc un travail de recherche qui a notamment abouti au remarquable essai biographique ici Henry Darger dans les royaumes de l'irréel, qui est paru l'année dernière aux Forges de Vulcain. Mais s'il est également une œuvre qui vous passionne et qui explique le choix du personnage que vous présentez aujourd'hui, c'est celle d'Arthur Conan Doyle, et plus précisément la saga Sherlock Holmes. Vous y avez consacré de nombreux livres, dont ce très beau Sherlock Holmes, une vie que vous avez écrit en partenariat avec André-François Ruot. Et également l'année passée, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le livre est sorti, donc je ne saurais pas vous le montrer, le très chouette Sherlock Holmes, détective de l'étrange, qui est paru dans la collection La Fabrique des héros aux impressions nouvelles. Et donc, dans ce cadre, vous allez nous parler aujourd'hui, non pas du célèbre détective Sherlock Holmes, ni même de son fidèle bras droit, le docteur Watson, mais de l'antagoniste principal de la série, hein, le génial ou infâme professeur Moriarty, ça dépend de quel côté on se pose. Certainement l'un des plus redoutables, en tout cas ennemis de Sherlock Holmes, et l'un des premiers génies du mal de la littérature. Donc voilà, merci Xavier Mauméjean d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous de votre présence et bonne écoute. À tout à l'heure. Eh ben, merci beaucoup et avant tout, merci à la Bibliothèque des littératures d'aventure de prendre un certain risque, d'évoquer publiquement quand même une figure criminelle assez terrifiante qui est celle du professeur James Moriarty. Alors, concernant Moriarty lui-même, on sait peu de choses. Il est, comme son nom l'indique, d'origine irlandaise. Son nom signifie homme de la mer. On ne sait pas trop si c'est le marin ou le combattant venu de la mer, mais en tout cas, il est d'origine irlandaise et Moriarty apparaît finalement très peu durant les aventures de Sherlock Holmes. Il apparaît effectivement dans la nouvelle Le Dernier Problème. Il est fortement question de lui dans l'aventure de La Maison Vide. Et puis dans un roman écrit par la suite, mais qui se positionne avant dans la chronologie du détective, qui est La Vallée de la Peur. Bon. Autrement dit, très peu d'occurrences, et pourtant pour un effet maximal, puisqu'il se pose en génie du crime, en archétype criminel, et voire même en némésis de Sherlock Holmes. Alors, comme je le disais, on sait peu ou pas grand-chose de lui, sinon qu'il a deux frères, l'un qui est colonel dans l'armée britannique et l'autre qui est chef de gare dans l'ouest du pays. Et curieusement, les deux autres s'appellent également James Moriarty, ce qui fait dire à June Thompson qu'il s'agit peut-être d'un nom composé, auquel cas le professeur s'appellerait James Moriarty et on ignorerait son prénom. Alors, tout de suite, pour les personnes qui ont eu la gentillesse de venir, je vous conseille cet ouvrage, un petit bijou de June Thompson, qui est une biographie de Watson et Holmes, qui a été traduite en français au Masque en inversant. Ça s'appelle Watson et Holmes en français, Holmes et Watson donc en anglais. Je vous la conseille, elle est très jolie. Alors voilà, donc très peu de choses sur la famille. On en sait par contre davantage sur sa formation. Moriarty apparaît très rapidement comme un génie des mathématiques, puisque à l'âge de 21 ans, il rédige un traité révolutionnaire sur le binôme de Newton.
Et son œuvre principale, son magnum opus, c'est un ouvrage qui s'appelle La dynamique d'un astéroïde, qui excède alors là complètement les connaissances de son temps, au point d'ailleurs qu'on perd la trace de l'ouvrage. Alors, ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que Poul Anderson, en 1957, pour le club des irréguliers de Baker Street, le club new-yorkais, et pour leur revue notamment, a fait une démonstration du binôme de Newton, et surtout, un peu plus tard, Isaac Asimov, pour passer son examen d'entrée au club des irréguliers, a proposé, lui, en tant que scientifique de formation, d'expliquer ce que pouvait être la fameuse dynamique d'un astéroïde de Moriarty. Donc, il est parti de cette idée que c'est pas un astéroïde, c'est simplement le terme que l'on utilise quand on n'est pas encore au fait de ce qu'apportera Einstein et la physique quantique. Donc l'astéroïde, c'est peut-être l'électron, c'est peut-être l'atome. Et Asimov, de manière très élégante, en conclut que James Moriarty a prévu, a anticipé la fission de l'atome et donc l'arme nucléaire. Et c'est peut-être pour ça que dès le 19e siècle, le traité de Moriarty aurait été soigneusement mis de côté par la communauté scientifique. Quoi qu'il en soit, continuant, le distingué professeur commence donc une brillante carrière, mais là aussi, Conan Doyle, ou plutôt le docteur Watson, parce que c'est lui le biographe, hein, le rapporteur, le docteur Watson nous dit que Moriarty obtient, avec ses travaux, une chaire de mathématiques dans l'une des plus prestigieuses universités secondaires de la Grande-Bretagne. Et c'est ce secondaire qui nous interpelle, parce que la curiosité voudrait que si Moriarty est un génie, il soit allé à Oxford ou à Cambridge, et bien plus précisément Cambridge, qui était un nid de logiciens avec Lewis Carroll, Charles Dodgson, Bertram Russell, Wittgenstein. Eh bien non, Moriarty obtient une chaire en université secondaire. Alors, bien sûr, les exégètes se disputent. Est-ce que c'est à Durham? Est-ce que c'est à Londres? En tout cas, il a un poste qui le dirige donc vers une carrière tout à fait attendue. Et, nous dit Watson, de sombres rumeurs contraignent Moriarty à démissionner. On n'en sait pas plus, mais quoi qu'il en soit, c'est le début de la seconde carrière de James Moriarty, celle qui fait qu'on le surnomme le Napoléon du crime. Alors, suite à ces scandales intervenus dans le milieu universitaire, Moriarty occupe un poste beaucoup plus modeste de répétiteur dans une académie militaire londonienne. Il arrive à Londres pour un salaire qui est coquet à l'époque, mais qui n'est pas non plus mirobolant, un salaire annuel de 700 livres. Et c'est précisément ce salaire qui va mettre Sherlock Holmes sur la piste du professeur. Parce que, en fait, Moriarty est un esthète, c'est peut-être sa seule faiblesse connue. Il aime l'art et il va acquérir le tableau de Jean-Baptiste Greuze, La jeune fille et l'agneau, pour 14 000 livres. Il va de soi qu'un professeur, même au salaire honorable, ne peut pas s'offrir la toile. Et donc, cela suffit à diriger Holmes vers notre professeur. Et à partir de là, et assez rapidement, Sherlock Holmes va se rendre compte que tout ce qui est moralement répréhensible à Londres, mais bien au-delà, est probablement le fait du distingué professeur. Et donc Sherlock Holmes va constituer un dossier, pour la petite histoire, il est bleu, avec la lettre M, le monogramme M dessus, dans lequel l'enquêteur va comptabiliser des faits, des événements qui, a priori, n'ont rien à voir entre eux, mais qui forment une sorte de toile, toile dont Moriarty serait l'araignée qui se situe au centre. Alors, on en sait davantage tout de même sur
cette organisation, c'est une organisation criminelle éminemment structurée, sous la forme d'une hiérarchie militaire et qui ne connaît qu'une seule peine, qui est la mort, et dans laquelle Moriarty est le cerveau, mais le professeur n'intervient jamais directement. C'est-à-dire que Moriarty échafaude des plans, mais il ne prête pas la main. Pour cela, il a affaire, on va y revenir tout de suite, à des figures extrêmement précises. Mais quoi qu'il en soit, il est bien, lui, à l'origine du mal qui peut se faire. Alors, quelle est la nature du mal de l'organisation de Moriarty? Elle est très ciblée. C'est-à-dire que si, par exemple, vous tenez une épicerie, l'organisation de Moriarty ne va pas vous racketter. L'organisation de Moriarty fait dans le crime de très haut vol, puisqu'elle loue ses services à des grands cartels internationaux, voire même à des puissances étrangères. Donc en fait, on aurait affaire à une sorte de GAFA du crime victorienne. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors, Moriarty est entouré, soigneusement entouré. On connaît deux figures proches de Moriarty. Tout d'abord, un tueur, joueur de guimbarde, qui sert en même temps de veilleur dans les rues. C'est d'ailleurs lui qui surveille Sherlock Holmes. Et surtout, Moriarty est secondé, c'est son véritable bras droit, par le colonel Sébastien Moran, un autre M, qui mérite quand même qu'on s'y arrête un petit peu. J'ose le hors-sujet parce que le colonel Moran, bras droit de Moriarty, qui passe en général sous le viseur, mérite qu'on s'y attarde. Alors, le colonel Moran est né en 1840, il est de très grande famille, probablement de petite noblesse. Il a fait Eton, il a fait Oxford, puis il s'est engagé dans l'armée des Indes, qui est donc une armée très particulière en dehors du contingent officiel. Moran est un redoutable chasseur à qui on doit, alors là, vraiment, bibliothécaire, prenez des notes, à qui on doit deux ouvrages, La chasse aux fauves dans l'Ouest himalayen, publié, mais vous le savez déjà, en 1881, et le palpitant 3 mois dans la jungle, publié, lui, en 1884. Il faudrait que vous vérifiez le fond, parce que ce sont quand même des pièces de collection écrites par Moran. C'est un joueur, c'est d'ailleurs ce qui le perd, c'est un joueur et pire, un tricheur, aux cartes, évidemment. Mais c'est surtout un sanguin totalement dévoué au professeur, car Moriarty le paye quand même pour salaire annuel l'équivalent des revenus du Premier ministre du Royaume-Uni, figurez-vous, pour le colonel Moran. Ça donne aussi une idée des revenus de Moriarty. Enfin, Moran est un chasseur particulièrement bien équipé, puisqu'il peut compter sur un fusil à air comprimé qui a été conçu par un artisan aveugle du nom de von Herder. Tout ça pour vous donner l'idée. D'ailleurs, c'est Moran qui, suite à la mort violente du professeur Moriarty, qui reprendra un temps l'association de Moriarty, du professeur, et qui poursuivra à travers l'Europe et peut-être ailleurs Sherlock Holmes, jusqu'à être arrêté dans la nouvelle La Maison Vide. Et ça risque de vous scandaliser, donc vous pouvez couper le son si cela vous ennuie. Moran ne sera pas condamné à mort. Alors, est-ce qu'il a joué de ses influences? Est-ce que le nom de sa famille a pu jouer? Est-ce que ses titres militaires ont pu influencer les juges? En tout cas, Moran échappera à la saga Moriarty en étant prisonnier à vie. Mais bon, je m'égare. Revenons donc au professeur. Alors, Holmes est donc sur la piste de Moriarty. Ils se rencontreront une seule fois lors du dernier problème
Et c'est donc par le témoignage de Holmes et indirectement de Watson qu'on connaît sa description physique. Alors, lorsque le détective rencontre le professeur, celui-ci est âgé déjà, il a le teint blafard, il est d'excellente et d'élégante manière, ne se départit jamais de son calme, mais par contre, on peut mesurer son agacement au fait que sa tête oscille comme celle d'un reptile, comme celle d'un serpent. Autrement dit, si vous rencontrez Moriarty et que sa tête oscille comme celle d'un serpent, changez de trottoir. Les événements qui succèdent à la rencontre avec Moriarty sont connus. Lors du dernier problème, le professeur et quelques membres de son organisation poursuivent Holmes à travers l'Europe. Ils finissent en Suisse, à Meiringen, et plus précisément aux chutes de Reichenbach, où là, lors d'une confrontation tout à fait physique entre l'enquêteur et le professeur, tous deux basculent dans les chutes et c'en est fini, tout du moins pour Moriarty. Et c'est une fin interne, puisque lui ne reviendra pas. Reste donc Holmes qui tout de même est amputé de sa raison d'être, en tout cas de la face obscure de sa raison d'être. Et il n'est pas étonnant que dans la suite de ses aventures, Holmes en vienne à regretter régulièrement celui qu'il qualifie de génie, plusieurs fois. Et j'ai relevé en préparation de ces discussions quand même 4 occurrences où Holmes regrette auprès de Watson la disparition du professeur, par exemple dans L'Entrepreneur de Norwood en 1903, l'année d'après dans Les Trois quarts manquants, la même année, visiblement, ça lui pèse dans L'Illustre client, et il semblerait qu'il prenne un peu de recul, mais tout de même, en 1917, Holmes vieillissant, on vient encore dans son dernier coup d'archet à regretter la disparition du professeur. Bon. Alors, il est évident qu'on est conduit à comparer Moriarty à Sherlock Holmes, pas nécessairement d'ailleurs à l'avantage de ce dernier, puisque, comme l'a fait remarquer l'écrivain Colin Wilson dans son roman Le Tueur, comment peut-on comparer quelqu'un qui a transformé la science, les mathématiques de son temps, à quelqu'un qui s'intéresse à des monographies sur les cendres de cigarettes, sur les traces de pas, etc. Donc, effectivement, l'équilibre est peut-être pas effectivement maintenu, mais tout de même, il faut bien reconnaître que Moriarty est le pendant dans le crime du détective. Par exemple, on serait tenté, après le voyage de Sherlock Holmes au Tibet, qui est rapporté dans La Maison vide, voyage durant lequel il aurait rencontré le Dalai Lama, on serait intéressé, ou tenté en tout cas, de comparer Moriarty à ce qu'on appelle une tulpa, c'est-à-dire une sorte de double négatif, de double monstrueux de Sherlock Holmes. Et de toute façon, cette relation entre Moriarty et Sherlock Holmes correspond assez bien dans les littératures qui nous intéressent à la figure du double. Je pense par exemple au portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Il y a cette idée, et du double en général, par exemple William Wilson chez Edgar Poe, cette idée que dans un premier temps, les doubles, en tout cas l'original et sa copie, sont dans une sorte de relation d'attraction, puis une sorte de déception dans un deuxième temps, et puis qui va conduire nécessairement à l'affrontement, et c'est bien le cas chez Moriarty. Alors, il est regrettable, je crois que tout le monde ici peut l'admettre, qu'un tel bel esprit, qu'une telle puissance d'intelligence se soit consacrée au mal. Mais bon,
Comme disait Malebranche, le talent, c'est comme la pluie, ça tombe au hasard. Et il n'est pas dit forcément que l'intelligence tombe dans le camp du bien. Ce n'est pas le cas, hélas, pour Moriarty. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Quelle est la déviation qui conduit un si brillant esprit à basculer vers le mal? On peut penser que c'est une sorte de raison folle, c'est-à-dire d'une capacité à raisonner, à développer la partie rationnelle, la partie calculatrice de la raison, au détriment de la partie raisonnable, c'est-à-dire la partie morale de la raison. Et en ce sens, quand on voit la préparation, l'extrême précision dans les plans de Moriarty, on peut dire effectivement que cette raison, c'est ce que l'on appelle en philosophie la raison folle, c'est-à-dire une raison totalisante, totalitaire, qui cherche absolument à tout expliquer, à tout comprendre, littéralement à tout prendre en elle, de manière à avoir une sorte de mainmise sur le réel. Et c'est peut-être ce qui caractérise Moriarty, mais il n'est pas le seul, on y reviendra. Et puis il y a aussi une sorte d'orgueil dans cette capacité à connaître soi-même ses propres capacités et surtout son absence de limite. Et cette espèce de manifestation d'hubris, elle est en partage tout de même avec quelqu'un qui est proche de Moriarty et qui est Sherlock Holmes. C'est quand même un autre point de comparaison, c'est-à-dire que dans cet effet miroir qui pourrait exister entre Sherlock Holmes et le professeur Moriarty, il y a aussi cette souveraineté de l'intelligence. Puis on parle de Sherlock Holmes, c'est peut-être même aussi encore plus de Mycroft Holmes, le frère aîné de Sherlock, qui, de l'aveu même du détective, est plus intelligent que lui. Seulement, il est paresseux, donc les feignants, ils ne cherchent pas à démontrer le bien fondé de ses raisonnements, mais ces trois personnages qui sont en plus très importants dans le tissu social britannique, puisque on comprend que Mycroft Holmes a affaire avec les services secrets. Bon, Sherlock Holmes est détective consultant qui travaille à l'occasion pour l'aristocratie, voire même pour la couronne. Et Moriarty, qui, tel un virus, s'implante dans l'organisme politique, et non pas pour le tuer, mais pour vivre de lui. On voit bien que ces trois personnages sont quand même des éléments politiques très importants et qui se déterminent l'un l'autre. Alors, on l'a vu, Moriarty est un génie du crime, il est un savant. Alors, bien sûr, du fait qu'il est savant, il se rattache aussi à toute une tradition du récit d'aventure, alors qu'il prolonge, mais parfois même qu'il anticipe. Alors, j'en ai pris comme ça à trac, bon, bien sûr, Frankenstein, pour Victor Frankenstein, entre parenthèses, qui n'est pas docteur, hein, puisqu'il est renvoyé de l'université avant d'avoir fini ses études. Mais Frankenstein a cette idée aussi de vouloir tout maîtriser, de créer la vie, alors que sa fiancée Elisabeth lui rappelle que pour créer la vie, il suffit d'avoir des enfants. Mais c'est aussi, j'en parle parce que ça fait partie exactement des calculs détournés de Moriarty. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça, c'est une caractéristique des savants fous. Alors, plus près dans le temps, plus près de Moriarty, il y a bien sûr Moreau, de l'île du docteur Moreau, de H.G. Wells, mais qui, lui, est proprement scientifique, qui développe sa raison malade au sein de la science, de la biologie. Toujours aussi près de la même source, il y a Griffin, l'homme invisible, toujours de H.G. Wells, mais qui lui est rendu fou par ses produits. Alors, il y en aurait d'autres, hein, bien sûr.
pense au docteur Cornelius de Gustave Le Rouge, etc. Mais on peut centrer un peu davantage sur la figure du savant fou criminel qui est Moriarty. Alors, il a quand même des antécédents. Alors, on pourrait penser à Fantômas, par exemple, penser quasi contemporain, par chez nous. Alors, Fantômas n'est pas savant au sens où il n'a pas d'estampille universitaire, mais c'est un génie criminel à la redoutable intelligence. Fu Manchu, bien sûr, la création de Sax Rohmer, qui lui est docteur. Alors, je défie quiconque de dire en quoi Fu Manchu est docteur, mais il l'est. Bon, voilà. C'est donc bien lui un génie criminel scientifique, mais aussi au cinéma, dans l'expressionnisme allemand, on a le docteur Caligari, qui est assez intéressant parce que, de la même façon que pourquoi j'ai pris Caligari? Parce que de la même façon que Moriarty, avec ses travaux de recherche, s'intéresse à la science nouvelle, celle qui anticipe notamment la relativité, Caligari s'intéresse à une sorte de mélange de psychanalyse, de médecine, etc. Et puis surtout, le professeur Moriarty est un cousin du docteur Mabuse de Norbert Jacques, qui est adapté par Fritz Lang, évidemment, parce que le docteur Mabuse, lui, rassemble effectivement tout. Il est un génie scientifique à la tête d'une organisation criminelle. Donc, c'est bien dans cette veine que se situerait le professeur Moriarty. Alors, il y a bien sûr eu, dans la mesure où il apparaît très peu, une postérité de Moriarty à travers d'autres auteurs qui ont pris le chemin de Conan Doyle. Alors, vous avez par exemple une lecture que je vous conseille, qui est vraiment très très bien, qui est le retour du professeur Moriarty de John Gardner, voilà, c'est ça, en 2 tomes. C'était traduit en français, qui est très très bien parce que, il imagine que Moriarty et Holmes sont rentrés l'un l'autre du drame des chutes de Reichenbach, mais ils ont décidé une sorte de gentleman's agreement de ne plus s'opposer. Et donc, il y a une sorte de description de cette organisation, mais de manière extrêmement réaliste. C'est une lecture vraiment très, très prenante que je vous conseille. Alors, d'autres ont osé des rapprochements qui sont très intéressants au sein des littératures populaires, et c'est pour ça que le personnage est intéressant, parce qu'il nous permet justement de rayonner dans les genres qui nous intéressent. Par exemple, quid de la jeunesse du professeur? Alors, un Sherlockien émérite qui s'appelle Starr en 59 a publié une étude sur le Nautilus du capitaine Nemo. Et il a fait remarquer que quand même certains détails dans la description du Nautilus qui devraient arrêter l'attention, qui devraient fixer l'attention. Par exemple, il n'y a pas de cabine pour l'équipage dans le Nautilus. Ils sont tous, ils dorment dans des hamacs, mais par contre, il y a une petite prison. Et surtout, il y a les appartements somptueux du capitaine Nemo. Donc, il y a quand même, on est loin d'une belle démocratie au sein de l'équipage. Et puis surtout, pour créer le Nautilus, le capitaine Nemo, c'est-à-dire à l'origine le prince Dakkar, devait, outre ses connaissances en biologie marine dont il est fait question, devait quand même s'y connaître pas mal en physique appliquée. Et donc, Starr en déduit que physique appliquée plus traitement brutal de l'équipage, etc., que en fait, le capitaine Nemo devait être dans sa jeunesse le jeune Moriarty. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, dans 20 milieux sous les mers,
on apprend que le capitaine Nemo a fait des emprunts colossaux qui ne sont pas remboursés auprès du Crédit Lyonnais. Et dans les aventures de Sherlock Holmes, on sait que James Moriarty a un compte en banque au Crédit Lyonnais. Donc, il ne faut peut-être pas trop l'ébruiter, parce que je ne suis pas certain que la banque se ravirait d'avoir eu ses clients, mais c'est quand même intéressant d'avoir une approche des littératures d'aventure à partir des comptes bancaires des personnages. Donc, première possibilité, donc là, vous trouverez les occurrences entre Moriarty et le capitaine Nemo dans l'article de Starr, mais qui est repris dans cet ouvrage de Philippe Joseph Farmer, Chacun son tour, où Farmer procède à une relecture très agréable à partir des non-dits du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Là, vous y retrouverez Moriarty, parce que je vous invite à lire, qui est très très bien. Alors, Moriarty, en tant qu'à la fois génie du mal et scientifique émérite, devait forcément, à un moment ou à un autre, se retrouver confronté à l'un des grands drames qui a bouleversé le Londres victorien, bien avant le Blitz, et qui est bien sûr l'attaque des Martiens, décrite par H.G. Wells dans La guerre des mondes. Alors, comme chacun sait, l'attaque a échoué. Les Martiens, les équipages martiens ont succombé à des virus, mais ce n'était que, évidemment, la première vague. Et une fois renseignés sur la biologie terrienne, les Martiens ont procédé à une seconde attaque que nous rapporte George H. Smith dans La Seconde Guerre des mondes, publiée en 1976, que je vous montre également. Très jolie couverture. Et dans laquelle les Martiens peuvent compter, hélas, sur l'assistance d'une cabale, d'un complot entre grands noms de la noblesse victorienne et grands scientifiques, parmi lesquels, je vous le donne en mille, le professeur Moriarty, qui, se basant sur la qualité de l'intelligence supérieure des Martiens, choisit le camp de l'envahisseur contre celui des Terriens. Voilà. Alors, c'est dommage que je ne l'ai pas pris. Si vous m'accordez de disparaître 30 secondes de l'image, je reviens avec un trésor. 30 secondes. Alors, le voilà. Je vous conseille cette espèce de petit bijou de Kim Newman qui s'appelle Moriarty et qui est paru il n'y a pas très longtemps au livre de poche et qui est un roman qu'on appelle fix-up, c'est-à-dire une collection de récits plus ou moins longs dans lequel on a le détail de l'organisation de Moriarty, mais depuis les coulisses, c'est-à-dire à travers l'œil du colonel Moran. Et le colonel Moran décrit les habitudes et tics de son employeur de manière très amusante. Et par exemple, pour faire écho avec la guerre des mondes, Kim Newman propose dans un texte qui s'appelle La Ligue de la planète rouge l'histoire suivante, c'est-à-dire que Moriarty, qui semble avoir abandonné tout intérêt pour les mathématiques, se rend compte un jour que l'un de ses élèves, Sir Neville Ayre Stent, a eu le poste de physicien royal. Il occupe la chaire de mathématiques à Cambridge, ce que Moriarty n'a jamais eu, et que son ancien élève se moque de ses écrits, et notamment de la dynamique d'un astéroïde dont nous avons parlé. Et donc, à ce moment-là, Moriarty va mettre en péril tout son empire du mal, toute son organisation du crime,
dans le seul but de se venger de son ancien élève. Et c'est très joliment écrit et très drôle parce qu'on voit combien Moran est affligé que Moriarty perd des millions et perd des occasions de s'enrichir, tout simplement pour une histoire de jalousie universitaire. Et donc, c'est tout de même Moriarty et son intelligence qui sont en jeu, et Moriarty va mettre au point un plan. Alors, on disait tout à l'heure que l'intelligence de Moriarty est complexe, elle est même parfois baroque, c'est-à-dire que pour se venger de son élève, Moriarty va commander au docteur Fu Manchu, tiens, comment on se retrouve, des pieuvres qui ne vivent qu'en Asie, il va utiliser un appareil de cinématographe, bref, il va faire croire à son ancien élève que l'invasion martienne a commencé. C'est effectivement dans cette complexité qui, en plus, dans la nouvelle, prend la forme de… Vous connaissez tous, je pense, le film L'Arnaque de George Roy Hill avec Paul Newman et Robert Redford. C'est comme ça, c'est par pointillés, on voit comment l'intelligence de Moriarty assemble des éléments qui, en apparence, n'ont aucun rapport entre eux, qui sont totalement disjoints et qui, à la fin, forment un tout complètement cohérent. Alors, toujours dans les exactions ultérieures de Moriarty, vous avez un texte qui est très très bien, qui s'appelle La machine à construire le futur de Byron Terrick, dans lequel l'auteur imagine, et c'est assez cohérent, que Moriarty s'est intéressé et a détourné le calculateur de Charles Babbage, la machine à différence, c'est-à-dire le premier ordinateur au moins théorique, mais qui a été construit par la suite, de telle manière à avoir un calculateur pour commettre ces opérations criminelles. Alors, dans le même ordre d'idées de calculs criminels qui prennent leur temps, qui sont extrêmement élaborés à la limite du baroque, vous avez ce très joli texte de William Barton et Michael Cappucciano, qui s'appelle L'aventure de la tombe russe. Alors, ça, je vous le montre, c'est paru en 1995. Alors, ça, c'est chez La Talente, c'est une anthologie de nouvelles autour de Sherlock Holmes et de la science-fiction. Donc, qui dit science-fiction, évidemment, dit la présence régulière de Moriarty au sommaire, très jolie anthologie. Et donc, dans l'aventure de la tombe russe, Holmes et Watson sont amenés sur une piste qui va les conduire en Russie, et plus précisément à Tunguska, au moment précis où, je ne sais pas si c'est un météore, enfin, où quelque chose est véritablement tombé à Tunguska, qui a déclenché le drame que l'on sait. Si quelqu'un sait ce qui est tombé à Tunguska, peut-être un vaisseau spatial d'ailleurs. Alors, toujours dans l'idée d'associer intelligence, redoutable intelligence et crime, vous avez un texte qui est très intéressant parce qu'en plus, il est fondateur publié en 1977 par William S. Dorn et qui s'appelle Un mystère élucidé, et dans lequel Dorn imagine que Mycroft, il faut commencer par Mycroft, donc une autre redoutable intelligence au service d'une organisation, que Mycroft Holmes est le premier M, c'est-à-dire le premier dirigeant des services secrets. Alors, le M est une invention faite de Ian Fleming, qui apparaît pour la première fois dans Casino Royale, publié en 1953. Donc, M est le directeur, le chef des services secrets britanniques. Et le premier M, en tout cas celui que envisage Fleming, c'est Sir Miles Messervy. Et Alan Moore, dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, va pousser le clin d'œil plus loin, puisque selon lui, par tradition, tous les dirigeants des services secrets
Et donc ça, c'est un hommage à la multiplicité des littératures d'aventure, des littératures populaires. Pour Moore, tous les dirigeants des services secrets sont des M, mais du fait de leur nom, une espèce de coïncidence provoquée. Et donc, Alan Moore imagine que le premier M a été Moriarty, précisément, que le deuxième M a été Mycroft Holmes, et il poursuit ainsi jusqu'au M de Moser, qui est la mère Grand dans Chapeau melon et bottes de cuir, époque Tara King. Donc c'est une manière intéressante de montrer que Moriarty, cette intelligence criminelle, peut tout aussi bien s'illustrer dans le calcul d'État, c'est-à-dire les exactions, mais qui, ayant été couvertes par le secret d'État, sont recevables. Elles ne sont peut-être pas légitimes, mais en tout cas, elles sont légales. Autrement dit, Moriarty aurait aussi bien fait dans le bien que dans le mal, ce qui est un contrepoint de ce que Sherlock Holmes avoue régulièrement même lorsqu'il dit à Watson qu'il aurait été un grand criminel, d'où la possibilité d'intervertir parfaitement Holmes et Moriarty, ce qui confirme une fois de plus l'effet miroir, l'espèce de gémellité qui associe Moriarty et Holmes. Alors, poursuivons les aventures apocryphes de Moriarty dans le crime, parce qu'après tout, la mort n'est qu'un accident, une telle intelligence survit à tout. Alors, vous avez aussi un très beau texte de l'autrice Anne Lear en 1978 qui s'appelle « L'aventure du voyageur temporel » et qui commence très joliment. Il y a un chercheur qui se rend à la Shakespeare Library de Washington et en travaillant sur des manuscrits élisabéthains, se rend compte qu'un texte d'époque, qui remonte au 16 décembre 1641, un texte fait état de Sherlock Holmes du printemps 1891 dans un texte de 1641. Et en fait, ce texte a été écrit à l'époque élisabéthaine par James Moriarty, qui, suite à sa survie dans les chutes de Reichenbach, a inventé une machine à remonter dans le temps, ce qui est à peu près le comportement normal, le comportement adéquat. Vous survivez aux chutes de Reichenbach, vous inventez une machine à remonter dans le temps, qui s'est retrouvé donc dans le Londres de Shakespeare, mais hélas, s'y est retrouvé bloqué. Mais rassurez-vous, ni une ni deux, c'est l'occasion pour Moriarty de se constituer un empire du crime, un empire du mal dès l'époque élisabéthaine, et tant qu'à faire, et tant qu'à pousser le mal jusqu'à ses racines littéraires, à dire à Shakespeare comment écrire Macbeth. Autrement dit, c'est un scoop peut-être aujourd'hui, mais Macbeth est en grande partie écrit par James Moriarty. Alors toujours dans ce télescopage de textes et de références des littératures d'aventure, vous avez le là vraiment un petit bijou, texte Une étude en vers de Neil Gaiman, qui a été traduite en France. Alors, je ne vais pas m'absenter de nouveau, mais il faudrait que vous le trouviez. Ça se trouve, Une étude en vers peut-être dans les recueils de nouvelles de Neil Gaiman. Alors, l'étude en vers, donc bien sûr, qui fait référence à l'étude en rouge de Conan Doyle. L'étude en vers montre un enquêteur royal avec son assistant, qui est un ancien militaire qui a fait l'Afghanistan et qui est boiteux. Autrement dit, on pense tout de suite à Holmes et Watson, qui enquêtent sur des crimes commis à Londres. Mais au fur et à mesure de l'intrigue, on se rend compte que le Londres qui nous est présenté est un Londres sous la coupe des entités de Lovecraft. Donc, c'est un grand ancien qui est la reine Victoria. Et il y a une sorte de basculement final à la fin de la nouvelle. On se rend compte que le génie du mal
et son acolyte sont en fait Sherlock Holmes et le docteur Watson, et l'enquêteur et son assistant que l'on suit depuis le début sont Moriarty et le colonel Moran. Ce qui est je suis désolé de vous raconter la fin, mais mérite tout de même la lecture par son renversement. Et d'ailleurs, c'est un texte à ce point réussi qu'il a valu, je crois que c'était le premier texte de Neil Gaiman qui était holmétien, donc il commençait fort avec Moriarty. Et c'est un texte qui lui a valu rien moins que le prix Hugo, tout de même, et puis d'être engagé manu militari par les fameux Baker Street Irregulars dont on parlait tout à l'heure. Autrement dit, voilà déjà Isaac Asimov et Neil Gaiman qui sont rentrés dans le club sherlockien via Moriarty. Autrement dit, l'incidence du personnage de Moriarty porte également sur la vraie vie, ce qui est quand même assez amusant. Dans un registre qui s'éloigne un petit peu, mais qui est charmant, là aussi, c'est un bijou. Vous avez Basile de Baker Street, d'F. Titus. Tout le monde se souvient du dessin animé de Walt Disney. Alors, dans Basile de Baker Street, on le sait, il y a une petite souris, enfin 2 petites souris qui vivent au 221B de Baker Street, et l'une d'elles va être complètement séduite par ce qui se passe au 221B, qui donc va s'habiller en enquêteur grâce à l'habileté d'un petit tailleur souris, et l'autre va s'improviser médecin. Et évidemment, durant leurs aventures, ils vont rencontrer l'équivalent d'un Moriarty qui est l'infâme Ratigan. Donc c'est un rat qui règne sur les bas-fonds. Alors là, pour le coup, ils sont bas, hein, puisque ce sont les égouts, les bas-fonds de Londres. Et c'est absolument charmant. Et dans la même veine, vous avez là aussi traduit en français, en 1996, un ouvrage qui s'appelle Du grabuge chez les insectes de William Kotzwinkel, par ailleurs un grand auteur de policiers de fantastique, qui imagine de la même façon, dans une sorte de fantaisie animalière, que existe au royaume des insectes un Sherlock Holmes, son équivalent, qui est en fait une sauterelle, et un Watson. Et là, par contre, Kotzwinkel reprend au pied de la lettre la description qui est faite de Moriarty dans Le Dernier Problème, puisqu'il était question d'une araignée dans sa toile. Eh bien, Kotzwinkel fait du Moriarty opposé à la montre religieuse une araignée, littéralement. Donc, c'est le professeur Tarentule, cette fois-ci. Et problème toujours de la justice en acte, il faut rien moins que plusieurs paires de menottes pour l'arrêter, puisque, évidemment, il s'agit d'une araignée. Voilà, là, on pourrait continuer, hein, tellement la figure du professeur est riche, mais on pourrait continuer dans la veine littéraire, mais on pourrait tout autant rayonner, par exemple, dans l'adaptation de la figure du professeur à la télévision, avec, par exemple, le Sherlock, enfin le Moriarty de la série Sherlock, et encore davantage celui de la série Elementary, qui me semble être une relecture de l'ensemble du mythe particulièrement original, peut-être même, c'est très personnel, hein, mais que la version simplement contemporaine de Sherlock. Elementary scinde le personnage de Moriarty en deux. D'une part, en rapprochant Moriarty de l'autre figure majeure opposée à Sherlock Holmes, qui est Irene Adler, la femme, selon Sherlock, dans Un scandale en Bohème. Et donc, dans Elementary, en fait, Irene Adler est l'amour de Sherlock Holmes, mais en fait, c'est une identité fausse, puisque elle est en réalité Moriarty. Et donc, il arrive à associer
la femme selon Sherlock Holmes, l'amour probablement unique de Sherlock et la némésis, l'arc ennemi de Sherlock Holmes en une seule figure, ce qui est assez bien vu. Mais le feuilleton propose à la toute fin, dans sa dernière saison, une autre relecture de Moriarty qui est extrêmement intéressante, qui est, pour ceux qui ont vu la série, Odin Reichenbach. Donc, Reichenbach, évidemment, pour la reprise, pour le clin d'œil à la chute de Holmes et Moriarty. Et Reichenbach, en fait, est un mathématicien qui est à la tête d'une GAFA, donc il est milliardaire, et qui utilise ses prodigieuses facultés de calcul pour empêcher le crime. Ce qui est très intéressant, mais il empêche le crime en commettant le crime, c'est-à-dire qu'il tue par prévention ceux qui sont désignés par les statistiques comme de potentiels criminels. Et donc la série Elementary disjoint en fait la figure d'origine de Moriarty pour en proposer deux relectures parfaitement originales. Enfin, en conclusion, j'aimerais aborder un charmant, très touchant texte du grand écrivain de romans policiers qui est John Connolly. Alors, John Connolly a créé un univers qui apparaît de loin en loin dans des nouvelles et qui est une sorte de bibliothèque qui serait située dans un entrepôt secret à Londres. Ça, c'est le contexte. Bibliothèque dans laquelle viendraient vivre les personnages de fiction une fois qu'ils meurent dans la fiction ou une fois que leur auteur meurt. Donc, par exemple, dans certains couloirs, Anna Karénine croise régulièrement Dracula, etc. Et donc, il imagine que Sherlock Holmes et le docteur Watson, après le dernier problème, se retrouvent dans cette bibliothèque à notre époque. Mais comme Conan Doyle a commencé à réécrire des histoires après, il y a un embrouillamini, puisqu'il y a deux Sherlock et deux Watson qui sont différents. Et bien sûr, il y a un Moriarty. Et je crois que le mot de la fin ne peut revenir à John Connolly, parce qu'il imagine qu'un jour, Moriarty se promène dans la rue et il passe devant une bijouterie qui contient bien sûr des joyaux qui lui donnent envie. Et Moriarty prévoit, pour voler les bijoux, d'utiliser un dirigeable, 6 nains et un chauve, alors qu'il suffirait de jeter une pierre dans la vitrine pour s'emparer des bijoux. Et là, Moriarty, devant la complexité, devant l'aspect baroque de son calcul, se rappelle qu'il est un génie mathématique, mais qu'il n'a pas souvenir d'avoir étudié les mathématiques, et donc, avec la même beauté dans la faculté de déduction que partagent le professeur et le détective, James Moriarty en conclut qu'il est un personnage de fiction. Voilà. Merci beaucoup, Xavier Mouméjean, pour cette passionnante conférence. Merci d'avoir revêtu vos habits d'enquêteur et de Sherlock pour retracer le parcours infiniment plus riche et plus complexe de Moriarty que ce que laissait penser l'œuvre de Conan Doyle. Et merci aussi d'avoir montré encore une fois que finalement le plus grand coup de génie de Moriarty et de nombreuses figures des littératures populaires, c'est de réussir à s'échapper de l'œuvre dans laquelle leurs auteurs les enferment pour continuer à vivre comme ça à travers l'œuvre, les imaginaires des autres et même les médias, les différents médias pour nous rejoindre jusqu'à nos époques, notre époque. Donc voilà, c'était tout à fait passionnant. Merci.